Bonjour, on vous a déjà parlé de fonctions. Aujourd'hui, on va rentrer dans les détails, mieux préciser les conventions d'écriture, la différence entre define et fonction, parler de l'exécution interne et voir les différents types de fonctions. Concernant les règles d'écriture, l'habitude est d'avoir les constantes en majuscules et on a déjà vu output, high. Je ne respecte pas tellement cette convention puisque, avec des noms explicites, c'est assez lourd comme écriture. Les variables, la règle est d'avoir les minuscules. On a déjà vu le i dans des boucles for. Compteur, niveau maximum. Certains préfèrent mettre des soulignés, à vous de décider. Du côté des définitions, on a une première lettre qui est majuscule et les définitions s'appliquent au matériel. Du côté des fonctions, on a également des majuscules en première position, mais une fonction va désigner une action. Donc là, j'insiste et je vais encore insister, les définitions, c'est concernant le matériel, les fonctions, c'est concernant la fonctionnalité. Et dans certains langages, on fait une différence subtile entre procédure et fonction. Le C ne fait pas cette différence. Alors, je reviens encore là-dessus. Define pour décrire le matériel, fonction pour la fonctionnalité. Je prends un exemple avec un robot simple. Ce robot simple a deux moteurs. Si vous regardez l'arrière du moteur, là où les fils partent, vous avez un plus et un moins. Et si vous envoyez le courant sur le plus, tous les moteurs du même fabricant vont tourner dans le même sens. Donc, je définis ici, le plus de mon moteur va être sur la pin 4, le moins sur la pin 3. Et maintenant, pour que le moteur avance, c'est-à-dire que pour que ce moteur tourne dans le sens qui va faire avancer le robot, je dois mettre sur la pin 4 un 0, sur la pin 3 un 1. Et là, ça ne sera pas accepté par le compilateur puisque je n'ai pas mis des majuscules comme c'est reconnu. Alors maintenant, je vais définir la même chose pour le moteur gauche, mais le moteur gauche, pour qu'il avance, il faudra que je permute ici ces deux définitions. Les moteurs sont symétriques, donc si le moteur droite, si la pin plus doit être à 0, ben sur le moteur gauche, la pin plus devra être à 1. Alors on peut tâtonner et puis sortir son fer à souder pour déplacer les fils, mais vous voyez que si on réfléchit bien, on aura quelque chose qui est correct, qui réagira selon la définition du matériel. Et maintenant, si on veut faire avancer le robot, eh bien là, c'est une action qui nécessite d'avoir les deux moteurs qui avancent. On a défini ce qui les faisait avancer. On n'a plus besoin de se préoccuper du câblage et du matériel. Alors maintenant, on peut rajouter une fonction qui est faire un aller-retour avec une certaine durée qui va fixer la distance de déplacement. On avance, on atteint, on recule, on atteint. La durée est un paramètre de cette fonction. Et dans le programme principal, eh bien, on va avoir faire aller-retour, la durée d'action. Et évidemment, c'est un cas un petit peu simplifié qui montre bien la hiérarchisation des fonctions. Ce que l'on vient de faire, c'est une programmation descendante. On est parti du matériel pour aller vers la complexité. Dans les cas réels, on se préoccupe d'abord de l'application, de son cahier des charges, de la structure du programme principal, des appels système que l'on va utiliser qui eux-mêmes vont faire des appels à des fonctions plus simples qui vont s'appuyer sur le matériel. Donc top-down ou bottom-up, ce sont les deux options. Comment est-ce que ça marche de façon interne? Le programme a été mémorisé en mémoire et vous avez un compteur d'adresse, le PC,
qui pointe l'instruction qui va être exécutée. Ce compteur d'adresse augmente chaque fois que l'instruction a été exécutée et pendant l'exécution du programme, on va se référer à l'unité arithmétique, on va accéder des variables pour faire la fonction qui vous intéresse. Vous tombez sur une instruction qui va permettre de faire une boucle. En assembleur, ça s'appelle jump A1. L'effet de cette instruction, eh bien, ce sera de copier la valeur A1 qui se trouve dans l'instruction, dans le PC, qui va repartir à l'adresse 3A1 pour réexécuter la boucle. Bien, maintenant, si on a un appel de fonction, c'est un petit peu différent. L'instruction s'appelle call en assembleur. Et au niveau de la mémoire, le compilateur a réservé une place pour les fonctions à la suite du programme. Donc on a le programme, ça continue avec les fonctions, et j'appelle la première fonction qui est en set 1F. Donc le PC va être chargé par l'instruction 3F, donc va continuer son exécution en set 1F. Et maintenant, ce qui est important, c'est de retourner au programme principal. En assembleur, c'est l'instruction return, rut, qui est utilisée. Et à ce moment-là, comment est-ce qu'on sait où retourner? Donc, il y a une petite opération supplémentaire caractéristique du call, qui est de sauver dans le PC l'adresse de retour, qui sera 3A2, l'adresse suivante. Le PC augmente dès qu'il a lu l'instruction, donc on a sauvé l'instruction qu'il aurait exécutée autrement si ça n'était pas un call. Et l'instruction return va avoir pour effet de remettre le save PC dans le PC et l'exécution pourra continuer. Alors maintenant, dans chaque fonction, vous pouvez avoir besoin de variables. Et ici, vous pouvez être amené à utiliser la variable i qui occupera cette position. Vous pouvez avoir ici une autre fonction qui va elle aussi avoir besoin d'une variable compteur que j'appelle j, que j'appelle k, que je pourrais appeler i. Pourquoi réserver une autre position mémoire, une nouvelle position mémoire dans chaque fonction? Au moment où on accède ici cette variable j, on pourrait très bien aller accéder à cette même position mémoire qui avait utilisée par une autre fonction, puisqu'elle ne va pas s'exécuter en même temps. Donc on distingue les variables locales et les variables globales qui sont, elles, utilisées par le programme, définies au début du programme, alors que les variables locales sont définies au début des fonctions. Et maintenant, ce qui se passe encore, c'est que au moment où vous appelez une fonction, par exemple la fonction delay, il y a un paramètre qui est la durée du retard qui a été préparé dans le programme et dont la fonction aura besoin. Alors, ce paramètre, il peut être transféré comme une variable globale, il peut être transféré comme une variable locale, mais le paramètre qu'on met dans une fonction, on va le sauver avec l'adresse de retour dans ce qu'on appelle la pile dans le fond. Et cette pile avec le compteur d'adresse, c'est ce qui est préparé au moment de l'appel de la fonction pour que la fonction puisse travailler avec cet ensemble de données et revenir au programme en ayant éventuellement rajouté des données. Alors, prenons des exemples, en commençant par les choses les plus simples. Vous avez la fonction clignoter une fois. Vous l'appelez par clignote une fois. Il n'y a pas de paramètres qui vont être transférés sur la pile. La parenthèse est vide. Vous avez la fonction clignoter x fois. Là, vous avez un paramètre et il faut dire
quel va être le nom de ce paramètre, mais c'est un nom local, c'est un nom uniquement utilisé là-dedans. Par contre, on a dû bien préciser quelle était la taille à réserver sur la pile pour transférer ce paramètre. Et quand on appelle, eh bien, on a clignoté tant de fois le paramètre une constante ou une variable, mais de type byte. Si on mettait un nombre trop grand ici, le compilateur devrait rouspéter. Ensuite, on peut avoir deux paramètres qui n'ont pas nécessairement le même type. On veut clignoter x fois avec une certaine période. Eh bien, on va donner le type byte pour le nombre de fois, le bit int pour la période, et on aura les deux paramètres. Et on pourra tester maintenant ce programme. Il faut toujours tester les fonctions quand on les a écrites avec une petite boucle. On clignote 3 fois et puis on ne fait plus rien. Si vous supprimez ce while, qu'est-ce qui se passe? Vous clignotez 3 fois, vous clignotez 3 fois, vous clignotez 3 fois. Vous avez l'impression que votre programme est faux. Il faut ajouter un délai ici pour qu'après chaque clignotement 3 fois, eh bien, vous avez un espace qui vous permet de vérifier que quand se trouve le début de l'appel de la fonction. Alors maintenant, on peut avoir un paramètre en sortie, c'est-à-dire que la fonction a préparé, a calculé une valeur qui doit retourner au programme principal, et il faudra réserver de la place en mémoire, dire quel est ce résultat, et il peut y avoir des variables locales qu'il faudra déclarer. Alors un exemple pour illustrer les choses, là je m'appuie sur quelque chose qu'on avait déjà vu, lire le poussoir, lire un poussoir. On peut en faire une fonction. Ce qu'on lit, c'est poussoir activé, inactivé, c'est en fait une variable booléenne. Ça peut s'écrire comme ça, même si ça n'est pas habituel. Et puis, cette fonction va rendre l'état du poussoir, pressé, non pressé, et c'est l'instruction return, dans le fond, qui permet de signaler ce fait. Alors, si on avait une fonction un petit peu plus complexe ici, eh bien, on pourrait définir une variable booléenne état pouce, dire l'état du poussoir, c'est l'état de notre poussoir avec le digital read, et je vais retourner la variable qui a été déclarée. Donc c'est là qu'il faut bien y voir clair. On réserve de la place pour quelque chose qui va être retourné, qui sera du même type booléen, et on peut le déclarer, on peut déclarer une variable qui sera retournée, qui doit être naturellement du même type. Au niveau de l'appel, on écrit if pushOn, parenthèse, puisqu'on n'a pas envoyé de paramètres. Mais vous vous souvenez du define, avec le define, il n'y a pas cette parenthèse. Le comportement sera exactement la même. Donc, au moment où vous appelez les actions, il faut bien savoir si elles ont été définies par un define ou par une fonction. Là, j'ai pris un exemple booléen qui est un petit peu inhabituel, mais c'était pour qu'on se raccroche à quelque chose de connu. L'exemple qu'on vous explique très souvent, c'est la multiplication, où on vous dit, vous voulez multiplier deux nombres A, B, et puis ça va donner un résultat. Alors, il faudra naturellement définir A égale 3, B égale 4, et dire quels sont leurs types. Alors ça, c'est des variables globales. Et puis maintenant, au moment de l'appel de la multiplication, eh bien, il faudra répéter ce type. Et maintenant, je peux retourner cette valeur en écrivant return A fois B. Mais il faut que j'aie averti le compilateur de réserver de la place pour cette valeur A fois B. Donc, on va mettre ici
le type entier, et voilà une fonction qui va passer dans sa forme la plus simple. Si maintenant je veux introduire une variable, eh bien, il faut que je dise, je vais définir que le produit est une variable de type C, je vais calculer C égale A fois B, et je vais retourner le résultat C et terminer ma fonction. Bien, on a donc vu comment s'exécute une fonction et on a mis en évidence l'importance de définir des noms clairs, en français, en anglais, en mélange. Je crois que c'est très difficile de définir des noms clairs. Donc on va pouvoir maintenant utiliser les fonctions dans nos prochains exemples.